Bonjour et merci d'être avec nous. Cette semaine, le monde a pris conscience de ce qu'était la guerre et des atrocités qui pouvaient aller avec. Difficile de trouver les mots dans le champ lexical de l'horreur, tant ce qui s'est passé à Boutcha, en Ukraine, a choqué. C'est aujourd'hui le thème d'Arrêt sur Info et nous allons, avec nos invités, retracer le fil de cette actualité pour mieux la décrypter. Les trois experts avec nous aujourd'hui. William Julier, vous êtes avocat, spécialisé notamment en droit pénal et en droit de l'homme. Jean-François Bureau, votre riche carrière vous a conduit à l'OTAN, dont vous avez été le secrétaire général adjoint. Et Gilles Montré, vous êtes essayiste. Alors je montre votre dernier ouvrage, Démocratie, rendons le vote aux citoyens, publié chez Odile Jacob, essayiste et ancien diplomate à Moscou. Bonjour à tous les trois et merci de participer à Arrêt sur l'info. Nous allons donc d'abord remonter jusqu'au 1er avril, vendredi de la semaine dernière. Pour mieux comprendre, quand les premières images nous sont parvenues, les forces russes s'étaient retirées de Boutcha, à quelques kilomètres seulement de Kiev. Elles y étaient depuis un mois, et quand les Ukrainiens reprennent possession de la ville, il y a donc cette effroyable découverte. Vous allez nous la raconter, Arnaud Comte. Bonjour, vous êtes avec nous, vous allez nous la raconter, cette découverte. On vous retrouve depuis Kiev, vous y êtes avec Stéphane Guillemot. Arnaud, vous vous êtes rapidement rendu sur les lieux. Racontez-nous ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé à Boutcha. C'était une scène assez effroyable. On a l'habitude de couvrir les guerres, et de faire notre métier, et de ne pas être forcément tout de suite submergé par l'émotion. Mais là, je peux vous dire que c'était quelque chose que nous n'avions pas vu ailleurs, parce que il y avait cette impression que ces civils, notamment dans cette rue qui est l'une des premières rues quand vous entrez dans Boutcha, 500 mètres avant le premier panneau d'entrée en ville, c'est comme si la guerre avait fauché là des habitants dans leur quotidien. Il y avait un peu plus d'une dizaine de corps sur 300 mètres à peine. C'était des civils, on l'a très vite vu. Ça a été d'ailleurs l'une de nos premières interrogations. Est-ce que ces cadavres-là sont des militaires? Est-ce que ce sont des soldats ukrainiens ou des civils? Et avec Stéphane Guillemot qui m'accompagnait, on a très vite compris qu'il s'agissait de civils, parce qu'il y avait des personnes relativement âgées, fauchées notamment sur leur vélo. J'ai en tête cette image de cet homme d'une soixantaine d'années, peut-être 70 ans, mort sur son vélo, avec à côté de lui son sac à main avec une tablette de chocolat, une boîte de conserve et un chargeur de téléphone à côté de lui. Donc pour nous, il n'y avait pas de place au doute. Ça, c'était plutôt sur le haut de cette rue-là. Et puis sur le bas de la rue, là aussi, l'horreur, avec un homme qui avait les mains entravées derrière son dos, avec un ruban blanc et ce qui semblait être une plaie à la tête. Tout ça nous a très vite permis de comprendre que cet homme avait sans doute été exécuté d'une balle dans la tête. Voilà ces images marquantes dont vous nous parlez, Arnaud. Gilles Montré, Boutcha arrive après un mois de guerre. Arnaud nous l'a dit, l'habitude des terrains de guerre, mais là c'était peut-être différent. Même en Ukraine, on a vu des images marquantes. Il y a eu la maternité bombardée, il y a eu Mariupol. Pourquoi cette fois l'opinion publique, au moment où on voit ces premières images, est ainsi choquée? Alors, c'est un tournant, bien sûr, dans l'horreur du massacre, hein. Le ministre des Affaires étrangères français a même parlé de crimes contre l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce matin, on reprend la chronologie des événements. La bascule ne s'est pas opérée dès le vendredi, quand on a trouvé les corps sur le terrain, puisque pendant le week-end qui a suivi, les négociations se sont poursuivies entre Russes et Ukrainiens et ont même conduit à des avancées très fortes, puisque les Ukrainiens ont annoncé dimanche qu'on était presque à un accord sur 5 points sur 6. C'est vrai. C'est à partir de lundi, quand le travail sur le terrain a permis de découvrir l'ampleur du massacre, que là, on est arrivé vraiment à un tournant dans la guerre, où les négociations se sont arrêtées, elles vont peut-être reprendre, où les opinions... L'ampleur du massacre, c'est ce que décrivait Arnaud. C'est des civils parfois ligotés, c'est une balle dans la tête d'un homme qui roulait à vélo. Absolument. Simplement, vendredi, on n'avait pas encore à la fois le nombre de victimes et puis la découverte de ces fosses communes. Et puis à partir de lundi, on a franchi un palier dans l'horreur, comme peut-être on va en franchir de nouveau avec les autres découvertes qui vont être faites. Vous savez que le président ukrainien a dit qu'à Borodianka, qui est donc une autre localité proche de Boutcha, on allait peut-être trouver encore plus de victimes. Alors, Jean-François Bureau, je disais, on a pris conscience de ce qu'était la guerre, mais est-ce que c'est vraiment ça, la guerre? Est-ce qu'il y a forcément de telles choses que l'on doit découvrir quand il y a une guerre? Je crains malheureusement que ça fasse partie, effectivement, de tous les conflits. Dans ce cas précis, je pense qu'il faut avoir en tête que les opérations russes ont échoué dans leur première phase et qu'aujourd'hui, clairement,
ce sont les populations civiles qui sont visées par les militaires russes. Et donc, l'objectif, il est très simple et très clair, malheureusement, c'est d'essayer de casser le moral de la population ukrainienne et de casser sa détermination à préserver son territoire, son indépendance, son identité. Donc ce serait volontaire et presque stratégique. Je pense qu'il y a des comportements sûrement individuels, et la justice aura à établir les faits, les circonstances, mais globalement, quand on voit aussi ce qui s'est passé hier sur la gare de Kramatorsk, on a bien des actions délibérées contre les populations civiles. Et je crois que l'objectif qui est recherché par les armées russes aujourd'hui dans ce contexte, c'est vraiment de casser le moral de la population ukrainienne, de casser sa détermination. Et il est probable qu'ils échoueront à nouveau sur ce terrain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le genre de choses qu'il se passe quand une armée se replie ? C'est pas forcément. On est un peu frustré, on n'a pas forcément. Alors il y a sûrement des attitudes de vengeance, des attitudes de règlement de compte. On le voit bien avec les procédés qui sont utilisés. Mais c'est pas simplement lié au repli. C'est lié à l'idée qu'il y a une nouvelle phase dans laquelle on est rentré, qui est la reconquête du Donbass, la reconquête, la fin, si j'ose dire, des opérations sur Mariupol, et le siège de Mariupol qui dure maintenant depuis 3 semaines va continuer. On a encore je crois 150 000 personnes qui vivent dans les caves, dans les souterrains. Ça va être une bataille terrible. Et donc l'escalade de la violence, malheureusement, n'est pas terminée, et je pense que dans les jours à venir, on aura encore des circonstances de même nature. Arnaud Comte, vous qui avez vu, on le rappelle très rapidement, ce qui s'est passé à Boutcha, c'est quelque chose qui se passe dans... Finalement, quand une armée se replie ainsi, c'est forcément le type de scène que l'on doit être préparé à vivre quand il y a une guerre ou pas ? Pas forcément sur tous les théâtres de conflit. En général, quand il y a une guerre, il y a souvent une guerre d'artillerie avec des civils qui sont au milieu. Et d'ailleurs, c'est impossible de savoir précisément, quand il y a une guerre d'artillerie comme celle-ci, qui a tué qui. Parce qu'il y a forcément des bombes là qui étaient lancées par l'armée ukrainienne pour récupérer Irpin et Boutcha, mais aussi par l'armée russe pour se défendre. En revanche, les civils exécutés, comme nous l'avons vu, ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Ce qui est intéressant pour rebondir après ce que vous disiez en plateau, c'est que nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les troupes russes ont subi d'énormes pertes dans un rayon de 30 km autour de Kiev. Pas plus au nord, parce que quand vous allez vers la frontière biélorusse, là, il n'y a quasiment pas eu de combat en fait. Donc on se rend compte que l'armée ukrainienne a laissé venir ces convois de chars russes, et que dans un rayon de 30 km autour de Kiev, les combats ont été acharnés. C'est tombé sur Irpin, c'est tombé sur Boutcha, et je peux vous dire que les troupes russes ont subi d'énormes pertes. Et ça, les habitants sur le terrain nous l'ont très bien décrit. Ils nous ont décrit des soldats russes souvent jeunes, paniqués, par exemple quand les civils passaient un coup de téléphone dans la rue pour dire à leur famille ailleurs en Ukraine que tout allait bien, en tout cas ils essayaient de donner des nouvelles, et bien les Russes les suspectaient de transmettre des informations à l'armée ukrainienne, et rien qu'être au téléphone finalement vous exposez à être exécuté. Et puis il y a ces autres témoignages de la population qui nous disent aussi que beaucoup de soldats étaient alcoolisés, ce qui trahit vraiment une fébrilité de la part de cette armée russe. On l'a beaucoup dit depuis le début de cette guerre, mais pour beaucoup, ce sont des soldats qui venaient du fin fond de la Russie, qui n'étaient pas forcément préparés à faire la guerre. Des soldats russes à qui on avait dit qu'ils allaient s'entraîner en Biélorussie et qui ont été envoyés finalement en première ligne sans vraiment le savoir. William Julier, c'est particulièrement intéressant ce que nous raconte Arnaud Comte, parce qu'une guerre, aussi terrible soit-elle, et on se prépare à ce qu'une guerre soit terrible, elle est régie par des règles. Oui, absolument. En complément de ce qui a été dit, je crois que le tournant ici, c'est que dans les précédents crimes de guerre envisagés, les bombardements, la maternité, vous avez évoqué, il y a toujours la place à un peu plus de doute. Il n'y en avait pas énormément, mais parce qu'il faut démontrer que les tirs ont été réalisés sur des zones d'habitation, on l'a compris, mais sans qu'il y ait de présence militaire à côté. Parce il y a souvent une part de doute, c'est ça. Le crime de guerre, c'est le fait que des dommages soient occasionnés à des populations civiles avec une absence de proportionnalité. C'est-à-dire, si on arrive à démontrer quand même qu'il y avait des objectifs militaires qui peut-être n'étaient pas loin, tirs d'artillerie sont précis, mais enfin pas forcément au mètre près, il y a plus de discussions possibles. Je crois que le tournant ici, c'est que juridiquement, lorsque vous retrouvez des personnes qui sont des grands-mères, des grands-pères, des jeunes, des enfants, alors
pas ligoter les mains dans le dos à ce qu'on a compris pour des enfants, mais avec les mains dans le dos et des balles dans l'arrière de la tête, il n'y a plus aucun doute qu'on n'est plus dans l'accident collatéral, mais qu'on est dans l'élimination volontaire de populations civiles innocentes. Et quel terme on doit retenir ? Crime de On est guerre, dans le crime de guerre, ça génocide, c'était. crime contre On l'humanité. est dans le crime de guerre, là, il n'y a pas de discussion possible. Le crime contre l'humanité, malheureusement, ça va dépendre de combien d'autres on en trouve. Et ça va dépendre de la possibilité de démontrer qu'il y a une politique, le mot est terrible, mais de destruction, d'attaque systématique. La frontière entre le crime de guerre et le crime contre l'humanité, c'est la notion d'attaque généralisée, d'attaque systématique. À partir du moment où on va démontrer que ce n'est pas le fait isolé, et on en parlera sans doute tout à l'heure quant aux responsabilités individuelles qui commencent à éventuellement déjà pouvoir se dégager. Un article dans le statut de Rome, qui est l'article 28, qui dispose de la responsabilité des chefs, et on regarde quels sont les critères justement pour dire qu'un chef de guerre va être responsable ou ne va pas l'être des actes commis par ces hommes. Mais voilà, c'est tout aussi le travail du bureau du procureur, de la CPI, mais aussi d'autres parquets, de démontrer dans les chaînes de commandement est-ce qu'il y a finalement une politique systématique avec des ordres descendants, et comment ensuite ça va se refléter sur le terrain par des ordres qui sont d'ailleurs directs ou indirects, ou des incitations par des discours. Alors, on a parlé de l'émotion de l'opinion publique. J'ai montré, il y a aussi une réaction assez vive, on va dire, diplomatiquement, politiquement. On a presque eu l'impression que l'Europe découvrait, en disant, bah voilà, on va mettre des sanctions supplémentaires, qu'il y avait de telles atrocités. Alors, il y a eu une très forte réaction de l'Europe, avec un 5e train de sanctions. Le reste de la communauté internationale n'a pas suivi. Comme vous savez, là, au début de cette semaine, la Russie a été exclue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et là, mais c'était assez, ouais. Ah ben là, on a eu un record. On a genre 80 pays qui se sont soit abstenus, qui ont voté pour, 24 qui ont voté contre, alors qu'il n'y en avait que 5 qui avaient voté au tout début de l'agression, et puis 58 qui sont abstenus, sans compter les 18 qui n'ont carrément pas pris part au vote. Et là, on retrouve l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil. Là, on est dans l'échec diplomatique, symbolique. Oui, un échec, et puis un risque de voir que l'Occident se coupe du reste du monde sur ce plan-là. En revanche, comme vous l'avez dit, la réaction européenne a été relativement forte, parce que le 5e train de sanctions, comme l'a dit Zelensky lui-même, aurait pu aller plus loin. Ce qui est peut-être plus important, c'est la venue de Ursula von der Leyen à Kiev, hier. Elle est venue avec un message très, 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 très positif sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, elle l'a dit avec des mots un peu technocratiques. Elle a dit, je vous apporte le questionnaire pour rentrer dans l'Union européenne. Alors qu'elle venait de voir Boutcha juste avant. Donc, on a eu quand même le sentiment d'un décalage dans le ton et dans le message politique. Mais Zelensky a eu l'intelligence de le prendre au bon niveau en disant, ils sont venus nous dire que nous allions entrer dans l'Union européenne en tant qu'égaux, des égaux dans la maison commune européenne. C'est très important, parce qu'on disait tout à l'heure que les négociations sont au point mort, évidemment, depuis les atrocités de Boutcha et puis de Kramatorsk. Il va être de plus en plus difficile pour Zelensky de faire accepter à sa propre population d'éventuels compromis ou concessions pour obtenir un accord. Et le fait que l'Europe commence à se mobiliser pour tracer une perspective européenne qui va être la seule perspective d'espoir pour l'Ukraine à l'issue de ce conflit, ça peut vraiment aider. Bon, alors les images, l'indignation, les sanctions promises, et puis vient la réaction, la réponse de la Russie. Vladimir Poutine parle d'une manipulation de la part des Ukrainiens. C'est 3 jours plus tard, le 4 avril. Manipulation et provocation grossière et cynique de la part de l'Ukraine. C'est ce qu'il dit, comprenez. On n'a rien fait. C'est une mise en scène. Jean-François Bureau, rapidement pourtant, tout ça va être méthodiquement démonté. Je pense, oui, qu'on établira les faits et qu'on constatera que... C'est pas déjà établi que via les images incontestables, mais comme on l'a dit, il faut qu'il y ait des procédures, il faut que la Cour pénale internationale a des capacités, il faut une vraie instruction. Pour autant, le contexte est parfaitement clair, il y a une agression russe, tous les moyens que la Russie peut aujourd'hui mobiliser pour faire plier l'Ukraine sont mobilisés. On voit bien même que les Biélorusses eux-mêmes s'interrogent sur les limites que le président Poutine est capable de franchir. Et donc, on est dans une forme d'escalade à l'initiative de la Russie en permanence dans ce conflit. Parce que depuis 6 semaines, la Russie ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Et je pense qu'il faut en permanence se souvenir, l'indépendance de l'Ukraine, la reconnaissance de son identité en tant qu'État, c'est de 1991. Ça fait 30 ans que les Ukrainiens
après avoir voté dans un référendum dans lequel il y avait 92% de la population qui s'est prononcée pour l'indépendance, les Ukrainiens, et toute la génération des jeunes en particulier, se sentent Ukrainiens d'abord. Et donc, lutter contre cette espèce de retour en arrière que les responsables russes veulent enclencher me paraît destiné à échouer. Pour autant, les souffrances et les abominations que l'on va encore voir dans les semaines à venir sont malheureusement l'hypothèse la plus probable. Alors, la Russie a contesté, il y a même l'ambassadeur russe en France qui avait posté sur Twitter une sorte de contestation. Vous la voyez, cette photo où, effectivement, on voit des journalistes venus tout simplement témoigner de ce qu'il s'est passé à Boutcha, et lui compare cette scène à un plateau de tournage, plateau de cinéma. Arnaud Comte, comment ça vous fait réagir quand vous voyez cette photo et le commentaire de l'ambassadeur de Russie qui va avec ? Vous savez, Martin, nous, on est journaliste, donc on prend pas parti, on observe. Mais c'est sûr qu'il y a un décalage entre ce que nous avons vécu sur place et ce que nous entendons. Quand nous avons entendu que dans cette rue, il s'agissait d'une mise en scène, honnêtement, ça collait pas du tout avec ce que l'on avait vu sur le terrain. À aucun moment, nous, en tout cas, en termes de ressenti, parce qu'on n'est pas enquêteur, mais en termes de ressenti, à aucun moment, quand nous entrons dans cette rue et que nous découvrons cette horreur avec Stéphane Guillemot, nous pensons à une mise en scène. Et nous regardons les détails. On reste froid, on essaie d'analyser la situation. Et honnêtement, les corps n'avaient pas été déplacés, les flaques de sang étaient toujours autour, donc il n'y avait pas de preuve formelle de manipulation. Et puis vous savez, à Boutcha en ce moment, depuis quelques jours, les enquêteurs internationaux sont là. Il y a des enquêteurs avec affublés d'un brassard officiel qui sont en train de déterrer les corps qui avaient été mis dans cette fosse commune pour faire des photos, pour mener les premières autopsies. Et les retours qui nous parviennent de Boutcha, c'est que la plupart de ces corps ont des impacts de balles, ce qui accrédite la thèse, effectivement, que ces civils ont été exécutés et qu'ils ne sont pas morts par un effet de blast ou par des éclats de mortier. Alors évidemment, ces investigations vont continuer, mais pour le moment, tout pousse à penser qu'il s'agit potentiellement, je dis bien potentiellement, de crimes de guerre. On a en mémoire aussi une autre scène. On a tourné dans une propriété à Irpin, qui est la commune voisine à Boutcha. Et nous rentrons dans cette maison, et devant l'entrée de la maison, les deux personnes qui gardaient cette propriété avaient été abattues, on l'a vu, sous nos yeux. Et à l'intérieur, leur maison avait été totalement saccagée. Il y avait une inscription sur les murs à la gloire des forces aéroportées russes, des inscriptions assez vulgaires sur le mur de la cuisine, où était écrit par exemple, je vais vous résumer et expliquer ça poliment, mais vous les Ukrainiens, vous êtes un peuple à la solde des Américains, à la solde des Polonais, à la solde des Allemands. Voilà ce qui était écrit sur les murs. Alors, il peut toujours s'agir de manipulation. On n'est pas dupe sur une zone de guerre. Il y a toujours des manipulations. Mais là, franchement, le discours, en tout cas, du Kremlin ou de l'ambassadeur de Russie en France ne colle pas vraiment avec ce que nous avons pu constater factuellement à Boutcha et à Irpin. Voilà, les faits, rien que les faits, et ce qu'ont vu Arnaud Comte et Stéphane Guillemot, William Julier, vont complètement à l'encontre de la position russe. Quel est son intérêt à la Russie d'essayer de se dédouaner ainsi, peut-être en prévision des enquêtes qui vont suivre, des procès qui vont suivre ? Je pense que ce n'est pas une façon très maligne de se défendre. C'est plutôt l'inverse. On a un certain nombre de situations où des États qui sont pris dans des conflits, lorsque il y a une remontée du terrain, qu'éventuellement des crimes de guerre ont pu être commis, qui prennent des positions plus prudentes, consistant à dire, écoutez, on n'a pas été nous informés de ça, maintenant il peut y avoir des dérapages, on va nous-mêmes éventuellement regarder ce qui s'est passé, qui, si un jour il y a un procès, peut être éventuellement une ligne de défense plus pertinente que celle qui a été prise là par les Russes, et notamment par Lavrov, qui dit il n'y a absolument rien eu. Si un jour... C'est ça, qu'est-ce qu'on peut apposer si un jour, ça marche dans l'autre sens, finalement. Si un jour un procès se tient, que ce soit devant les juridictions nationales, au titre de la compétence universelle, ou devant la CPI, on verra... il faudra éventuellement, pour les hauts responsables politiques, expliquer pourquoi ils ont, alors qu'on a reçu des premiers éléments d'information que des crimes de guerre auraient pu être commis, nier intégralement que ça a pu être le cas. C'est presque une preuve à l'envers. C'est-à-dire celui qui vient dire que quelque chose n'a jamais existé
c'est un peu louche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce qui se passe sur des scènes de guerre. Moi, je suis procureur. Je viens demander pour quelle raison, à chaud, il a été indiqué que c'était absolument impossible et que ce n'était pas vrai. D'autant plus si ensuite vous venez avec des éléments de preuve substantiels, et ce sera à l'évidence le cas. Je tiens, moi, les positions russes comme plutôt des aveux de culpabilité que des aveux qu'il n'y en a pas. Et si je devais ensuite remonter les chaînes de responsabilité pour dire qu'au-delà d'un cas isolé par un chef de bataillon ou par ses hommes qui peut-être en effet alcoolisés ont perdu l'esprit, à partir du moment où il y a une dénégation en haut lieu et à tous les stades, ça commence à ressembler à de la politique systématique plus qu'à une situation d'un acte isolé. Donc je crois qu'à terme, les positions prises aujourd'hui, qui sont, pour répondre à votre question, des positions à mon sens prises pour des raisons politiques et de communication, sont sur le terrain judiciaire sans doute des positions qui pourront être exploitées par le procureur et poser problème à terme. Est-ce que ça ressemble aux méthodes classiques de l'armée russe ou pas du tout? Alors, d'une part, les méthodes de l'armée, et puis il y a les méthodes de communication, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. On est effectivement sur les méthodes de communication classiques. presque héritées de l'Union soviétique. La Russie n'a pas arrêté de changer de version, en disant d'abord c'est une mise en scène. Ensuite, ils ont dit non, il y a bien eu des massacres, mais c'est après. Il y a eu d'ailleurs le sinistre lapsus de l'ambassadeur russe à l'ONU qui a dit non, vous savez, il n'y avait pas de cadavre avant l'arrivée des Russes. Puis c'est repris en disant non, pardon, je veux dire, avant le départ des Russes. Et tout ça était vraiment glaçant. Mais souvenez-vous de la maternité. Oui. Juste après, de mémoire, on avait dit on va remonter les bretelles de ceux qui ont fait ça. Ce n'est pas ce qu'on leur avait demandé. Oui. Et puis finalement, il y a eu le deuxième interview, vous savez, de cette influenceuse qui finalement revient accréditer la thèse russe qui est dit mais pas du tout, ce sont les Ukrainiens qui ont attaqué. On est dans quelque chose d'hérité de l'Union soviétique. Vous vous souvenez du massacre de Katyn, où 20 000 officiers polonais ont été liquidés par les soviétiques à la fin de la guerre. Eh bien, pendant toutes les années d'après-guerre, l'Union soviétique n'a pas arrêté de dire « mais non, pas du tout, il ne s'est rien passé à Katyn ». Vous confondez avec un autre Katyn, parce qu'il y a un village, Katyn, en Biélorussie, où des nazis avaient complètement détruit le village. Donc cette espèce de propagande en jouant sur les mots, vous avez vu que les Russes disent « mais regardez, Boutcha, comme par hasard, c'est comme butcher, c'est comme le terme qu'a utilisé Joe Biden ». Il y a une façon de vouloir occuper les esprits. Malheureusement, jusqu'à présent, ça fonctionne, puisque vous savez que vous avez encore 83% des Russes qui affirment leur soutien à Vladimir Poutine. C'est une enquête d'un centre indépendant. Et c'est le centre Levada. C'est tout ce qui lui importe finalement, c'est d'être soutenu en interne. D'une part, et d'autre part, on l'a dit, le reste de la communauté internationale qui, pour l'instant, ne s'est pas ému de ces massacres. Jean-François Bureau, non? Non, je partage complètement ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement que dans le mode opératoire de l'armée russe, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, on l'a vu en Tchétchénie, à Grozny, on l'a vu à Alep, en Syrie. Et donc, il y a évidemment aussi des procédés opérationnels sur lesquels les gens ont été formés, ont été instruits, notamment les commandants d'unités, et qui mettent les civils au cœur de l'enjeu de la bataille. Et à chaque fois, ce sont évidemment les prises d'otages, si je puis dire, des civils qui font la décision. Et dans la situation actuelle, aujourd'hui, il est clair que l'armée russe compte sur une démoralisation des Ukrainiens, sur une perte de confiance pour arriver à ses fins. Et je crois qu'elle n'y parviendra pas. Bon, au-delà de ces constats, il y a donc, pour savoir, des enquêtes. On en a parlé, on va en reparler. Elles sont lancées, certaines sont officielles et d'autres un peu moins, ce qui n'empêche pas, même si elles ne sont pas officielles, de trouver. C'est notre troisième date, le 7 avril, puisqu'un groupe d'activistes ukrainiens dit avoir retrouvé la trace du principal responsable. Alors, il a un surnom. Ce surnom, c'est le boucher de Boutcha. On en revient à Butcher. Et un vrai nom, tout de même, c'est Azatbek Omurbekov. Il était le chef du bataillon russe présent sur zone. Il est donc soupçonné d'avoir orchestré tout cela, meurtre, viol et tout ce qui va avec. William Julier, est-ce que quand on juge un crime de guerre, on juge la personne avant de juger ceux qui les ont envoyés? On juge les deux. En gros, que risque-t-il? On juge les deux. On juge des individus devant la CPI, pas des États. Mais on juge quand même des chaînes de responsabilité, des chaînes de commandement. On a des exemples de pays, pour revenir au sujet d'avant, qui ont traité un peu différemment que les Russes. Ce qui a pu se passer, et vous avez raison de rappeler que pour la maternité, au début, ils sont plutôt partis dans la direction première que j'évoquais. Les États-Unis, par exemple,
ont une politique peut-être un peu plus subtile ou retors pour d'autres, consistant à dire s'il y a eu des crimes de guerre, non, c'est pas la CPI, nous on s'occupe de nos militaires éventuellement, et puis on aura en tête le cas d'Edward Gallagher, qui était ce membre des forces spéciales à qui on avait reproché d'avoir assassiné un certain nombre de civils ou de prisonniers en Irak, et qui a été poursuivi par un tribunal militaire à San Diego pour finalement être acquitté. Donc, in fine, c'est peut-être plus malin de le faire chez soi, mais enfin, en tout cas, ils ont fait semblant qu'ils allaient faire quelque chose. Il avait été reçu par Donald Trump et il posait sur les réseaux sociaux avec une tasse le matin en disant « Je me réveille le matin avec Donald Trump comme président, je suis content ». Mais ici, c'est sans doute autre chose qui va se passer. Vous l'avez indiqué, il y a l'enquête, tout le monde le sait, du bureau du procureur de la CPI, mais il y a plus de 12 enquêtes qui ont été ouvertes maintenant dans différents pays de l'Union européenne, des enquêtes parfois au titre de la compétence universelle, des enquêtes parfois au titre de ce qu'il y a des ressortissants des pays qui sont victimes, c'est la compétence passive. On sait que le parquet national antiterroriste a ouvert 4 enquêtes maintenant concernant des faits qui ont pu toucher des ressortissants français, un d'ailleurs journaliste franco-irlandais me semble-t-il. Et donc il y a une collecte nombreuse aujourd'hui d'un certain nombre de preuves avec, pas rentrer dedans, mais des régimes de coopération entre le travail de la CPI, le travail des États européens, une réunion d'Eurojust il y a peu aussi pour travailler sur tout ça. Donc les services d'enquête européens et internationaux sont à l'œuvre et devraient pouvoir déboucher sur la mise en cause de responsabilités d'exécutants, de premier plan, de second plan, de chefs de bataillon, et puis en remontant, j'en ai parlé tout à l'heure, éventuellement de responsables politiques de plus haut niveau. Et Jean-François Bureau, vous parliez du moral côté ukrainien. Est-ce que ces révélations d'activistes qui arrivent à nommer, à trouver, à donner des numéros de téléphone des militaires russes, ça peut jouer sur le moral des militaires russes cette fois? Je pense que d'ailleurs, oui, la réponse est oui. Et l'exemple, ou plutôt l'illustration de cette situation, c'est que depuis 48 heures, nous avons des informations très précises que la presse allemande notamment a révélées, qui montrent que la chaîne de commandement russe à la fois contrôle et interdit l'usage des réseaux sociaux et de l'Internet par les soldats de plus en plus fréquemment, voire constamment. Donc c'est la crainte que via les réseaux sociaux, les militaires russes sur le terrain se rendent compte aussi de ce qui se passe et de l'impasse dans laquelle ils sont engagés. Et Gilles Montré, on évoque aussi, même si là aussi ce ne sont que des doutes, c'est révélé, aussi évoqué par ces révélations allemandes, l'implication du groupe Wagner à Boutcha. Oui, vous avez raison. Je voudrais revenir juste un instant sur le collectif de blogueurs, hackers qui a révélé Informe Napalm. Ouais. Vous savez, on dit c'est une guerre de la démocratie contre l'autocratie. Et bien sûr, c'est vrai, c'est ça qui se joue en Ukraine. Mais c'est pas que de la rhétorique. On l'a vu d'abord sur le terrain, parce que c'est pas la même chose de se battre comme Ukrainien pour son droit à être Ukrainien, comme l'a dit Jean-François Bureau. On le voit aussi parce qu'on a basculé dans le 21e siècle. Aujourd'hui, des informations peuvent être obtenues, ce qu'on appelle en open intelligence, en intelligence ouverte. C'est le cas de ce collectif, Informe Napalm. On l'a vu également hier avec l'attaque à Kramatorsk. En gros, c'est une contribution de toutes les informations mises en ligne. Exactement. Un peu comme on avait vu Anonymous qui peuvent faire des cyberattaques. Là, ils cherchent en open data sur Internet des informations. On a vu hier que quand les Russes ont dit à Kramatorsk, regardez les missiles Toshka, c'est pas nous, ce sont les Ukrainiens. Tout de suite, un autre collectif, qui s'appelle Collective Intelligence Team, a dit mais non, mais pas du tout, regardez, ils utilisent aussi Toshka. Vladimir Poutine a du mal, ne sait pas penser avec les logiciels du 21e siècle. Pour lui, l'information, elle est centralisée, elle est d'État à d'État, il n'y a que des services de renseignement qui peuvent l'avoir. Et ben non, on a basculé dans un autre monde. Avec l'information comme une arme réelle. Qui est une arme réelle, et il a perdu, sur ce sujet comme sur d'autres sujets, la guerre de la communication. Arnaud Comte, on a parlé des éventuels, les enquêtes devront le confirmer, crimes de guerre côté russe, mais des images nous ont montré aussi, et j'emploie encore le mot éventuel, crimes de guerre côté ukrainien. Mais, et c'est intéressant de l'observer, cette fois, la réaction du pouvoir est un peu différente. Côté ukrainien, on dit, on va enquêter, et si jamais il y a des faits qui sont prouvés, on va punir. Oui, Martin, mais vous avez raison d'en parler, parce que c'est
très important de le souligner. Il y a d'un côté les exactions commises contre les civils, et puis il y a les exactions commises entre soldats des deux armées, ukrainiennes et russes. Et là-dessus, il ne faut pas être naïf. C'est une guerre qui est sale, et qui est sale des deux côtés. Avec effectivement ces derniers jours, ces vidéos, il y en a plusieurs qui ont été dévoilées, qui ont été authentifiées d'ailleurs. Sur l'une d'entre elles, on voit par exemple des soldats ukrainiens qui tirent dans les jambes à bout portant de prisonniers russes, et une autre un peu plus insoutenable où l'on voit carrément un soldat ukrainien achevé au sol, un soldat russe qui s'était rendu. Ces images, elles existent, elles ont mis dans l'embarras d'ailleurs l'entourage du président Zelensky, qui a aussitôt annoncé qu'une enquête serait ouverte, et qui a rappelé aussi à toute l'armée ukrainienne qu'il fallait bien traiter ces prisonniers russes en vertu de la Convention de Genève. Et c'est aussi, vous savez, une question d'image. Dans cette guerre, chaque camp a intérêt de pointer du doigt l'autre en disant « regardez ce qu'ils font ». Et ça, le président Zelensky, il ne veut évidemment pas en entendre parler, même si vous savez qu'il y a toujours un gap entre le souhait d'un président, et ce qui se passe, la réalité du terrain, avec des soldats qui sont parfois à bout de nerfs. Imaginez, c'est quand même une guerre fratricide, on n'en parle pas beaucoup, mais les soldats ukrainiens et russes, quand vous discutez avec les gens ici, tout le monde a de la famille en Russie, et donc tout le monde a un lien avec la Russie quelque part. Donc il y a aussi cette tension qui est exacerbée sur cette guerre, et qui explique peut-être pourquoi tant d'atrocités sont commises sur le terrain. Merci, un grand merci Arnaud Comte pour votre témoignage, à vous ainsi qu'à Stéphane Guillemot. Malheureusement, le temps file, il nous reste 30 secondes. William Julier, c'est quoi la suite? C'est la CPI pour les enquêtes? Ça peut être des poursuites dans des États, je le précisais tout à l'heure. Il y a eu un procès qui s'est tenu en Allemagne, qui est le premier de ce genre, au titre de la compétence universelle, qui a permis la condamnation à perpétuité d'un tortionnaire syrien. Ça existe maintenant. On peut imaginer une échéance en termes de date? Ça va être Il long. vaut mieux pas. Ça va être long, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'espoir que ça arrive, que la justice internationale continue à se déployer. Et ce dossier est un dossier qui, à mon avis, ira peut-être plus loin qu'un certain nombre de personnes le pensent. On dit « Ah oui, mais on n'émettra jamais un mandat d'arrêt contre un président en exercice ou contre un ancien président en exercice ». Je ne suis pas si sûr de ça. Bon, en tout cas, on regardera si ça arrive. On aura évidemment l'occasion de reparler et de Boutcha, du reste, et évidemment des enquêtes. Merci à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info. Gilles Montré, Jean-François Bureau, William Julier. Merci aussi à Arnaud Comte et Stéphane Guillemot.